Alors je termine le thème sur la mesure du temps avec le chapitre 10 de physique portant sur la relativité du temps, la dilatation des durées. Alors c'est un chapitre qui est très intéressant mais qui peut être complexe à comprendre. En effet, vous avez dû voir dans la vidéo d'introduction et puis l'activité également introductive à ce chapitre que le temps ce n'est pas quelque chose d'immuable. Et ça c'est quand même quelque chose qui est difficile à appréhender parce que on se dit bah, une heure c'est toujours une heure. Hein. Alors je passe au-delà des impressions très subjectives qui font que suivant l'environnement dans lequel vous vous trouvez, parfois une heure semble passer plus ou moins vite, mais a priori, quand même intuitivement, on se dit que normalement une heure, quelle que soit la façon dont on mesure, c'est toujours la même chose, le temps s'écoule toujours de la même façon. Ben c'est pas vrai, on va y revenir dans le paragraphe grand 2 de ce cours, et donc c'est quelque chose d'assez perturbant, mais aussi intéressant à comprendre. Alors avant de revenir sur la dilatation des durées, dans l'activité, vous avez vu que différents postulats étaient utilisés. Un postulat en physique, c'est quelque chose qui a été énoncé, qui est admis par tout le monde, par les physiciens, qui n'est pas contredit par l'expérience bien sûr, mais qui n'a pas été démontré. Alors le premier de ces postulats, en physique, dit que toutes les lois de la physique s'expriment pareil dans tous les référentiels du moment qu'ils sont galiléens. On a vu par exemple les lois de Newton vont s'écrire de la même façon, à condition que vous les appliquez dans un référentiel galiléen. Le deuxième postulat porte sur la valeur de la célérité de la lumière. Donc d'abord, cette valeur ne dépend pas du mouvement de la source qui émet la lumière, et surtout, la valeur de la célérité de la lumière dans le vide ne dépend pas du référentiel dans lequel vous travaillez. Alors, je vous ai indiqué ici une valeur qui est très précise. Vous avez à retenir bien sûr la valeur approchée que vous avez déjà mémorisée. Et je vous rappelle que cette valeur ne sera pas forcément donnée dans un sujet décrit. Alors la conséquence importante, c'est que cette valeur de célérité est une vitesse limite maximale qui ne peut pas être dépassée. Quel que soit l'objet que vous considérez, la particule, le signal, la vitesse de ce type de système ne pourra jamais être plus grande que la célérité de la lumière dans le vide. Donc c'est une valeur maximale. Donc dans cette première partie, ce que vous devez retenir, c'est la valeur approchée de la célérité de la lumière dans le vide, savoir que cette valeur ne changera pas même si vous changez de référentiel, du moment qu'il est galiléen, et retenir que donc cette vitesse ne peut pas être dépassée par quelque objet ou signal que ce soit. Alors j'en viens à la partie intéressante de ce chapitre sur la dilatation des durées. Effectivement, vous avez vu dans l'activité d'introduction que la mesure d'une durée va dépendre du référentiel dans lequel on fait la mesure. C'est étonnant, parce qu'on se dit, si je mesure, je fais un trajet en voiture, si je mesure la durée de mon trajet depuis l'intérieur de la voiture avec un chrono que j'ai emmené, ou bien une personne restée sur le bord de la route, sur un trottoir, mesure aussi cette durée-là parce qu'on a communiqué avec elle en lui indiquant le moment auquel on part, le moment auquel on arrive, on se dit que la durée du trajet doit être la même. Eh ben c'est pas vrai. Alors, néanmoins, vous verrez que les écarts seront faibles suivant les situations, mais en toute rigueur, ce n'est pas vrai. J'ai repris ici un exemple venant de votre livre. Alors, imaginons un exemple de deux frères jumeaux, parce que l'expérience des jumeaux de Langevin est connue et été décrite dans la vidéo d'introduction. Donc deux jumeaux qui, à un moment donné, voient leur chemin se séparer. Donc l'un des frères jumeaux reste sur Terre, immobile par rapport à la surface terrestre, et l'autre part pour un voyage à bord d'un vaisseau spatial. À un moment donné, celui qui est à bord du vaisseau spatial s'endort pour faire une sieste. On imagine qu'il est accompagné par quelqu'un d'autre qui va mesurer la durée de sa sieste. Donc, cette tierce personne à bord du vaisseau spatial a déclenché le chronomètre au moment où il s'est endormi à bord du vaisseau spatial, a arrêté le chronomètre quand il s'est réveillé, et à bord du vaisseau spatial, on a trouvé que la sieste avait duré 5 minutes. Imaginons que par un moyen de communication, le frère jumeau resté sur Terre ait lui aussi déclenché son chronomètre depuis la Terre, donc quand son frère s'est endormi, et puis il a arrêté son chronomètre quand il s'est réveillé. Et bien pour lui, rester sur Terre, la durée de la sieste serait beaucoup plus longue. Alors, serait beaucoup plus longue à une condition quand même, il faut que le vaisseau spatial ait une très très grande vitesse. Alors, très grande vitesse en soi, ça veut dire quoi? En fait, très grande vitesse, ça veut dire une valeur proche, justement, de la célérité de la lumière. Donc ça signifie que si vous faisiez la même chose à bord d'une voiture, si vous êtes passager à bord d'un véhicule, de la même façon que vous endormez, c'est vrai que la durée de votre sieste mesurée par quelqu'un qui serait avec vous dans la voiture ne serait pas la même que celle pour quelqu'un qui serait resté fixe par rapport à la surface de la Terre. Mais une vitesse de voiture, évidemment, quelques dizaines de kilomètres par heure, c'est complètement négligeable par rapport à la célérité de la lumière qui vaut 300 000 km par seconde. Donc il y a en toute rigueur un petit écart pour vous aussi si vous endormiez dans une voiture, mais cet écart est tellement faible qu'on le néglige, on va y revenir à la fin du chapitre.
Alors, pour le vocabulaire à connaître, donc on définit, pour ces mesures de durée, un référentiel propre associé à un objet. Donc c'est le référentiel dans lequel l'objet est immobile, donc c'est un référentiel lié à l'objet. Par exemple, si vous êtes à bord d'une voiture et que vous ne bougez pas du tout dans la voiture, que la voiture roule sur une route, la voiture peut constituer un référentiel propre. Si vous marchez sur un chemin, votre corps, votre enveloppe corporelle peut constituer votre référentiel propre. Et donc, le temps, la durée que l'on mesurerait avec une horloge immobile dans le référentiel propre s'appelle le temps propre. Donc ici, pour le jumeau qui est à bord du vaisseau spatial, son référentiel propre, ça peut être le vaisseau spatial aussi. Donc partant de là, on peut mesurer donc différentes durées, un temps propre et un temps mesuré dans un autre référentiel. On note RP, le référentiel propre de l'objet, donc référentiel dans lequel l'objet est immobile. R, un autre référentiel galiléen. Prenons la Terre, si l'étude du mouvement se fait sur quelques secondes, on peut considérer que le référentiel terrestre est galiléen. On mesure donc delta T dans le référentiel R, et delta TP, donc pour le temps propre mesuré dans le référentiel propre. Alors on montre que ces deux durées sont liées par la relation notée ici, delta T égale gamma fois delta TP, où gamma s'appelle le coefficient de dilatation des durées, et à cette expression-là, c'est assez complexe. Alors pour une fois, bien que la formule soit dans le cours, elle n'est pas à apprendre par cœur. Elle vous sera automatiquement fournie dans un sujet d'écrit. Alors néanmoins, il ne faut pas se tromper, parce que là, dans la formule, il y a une fraction, une racine carrée, des carrés, on peut facilement faire des erreurs, oublier des parenthèses ou des carrés. Donc dans cette relation, V représente la vitesse du référentiel propre par rapport au référentiel R, donc imaginons ici, ce serait la vitesse du vaisseau spatial par rapport à la Terre. C est la célérité de la lumière dans le vide, on a donné sa valeur approchée plus haut. Et vous trouvez donc les deux durées, alors, par exemple toutes les 2 en secondes. En fait, gamma n'a pas d'unité ici, il est adimensionné, donc delta T et delta TP seront en secondes tous les deux par exemple, ils peuvent être tous les deux en minutes ou tous les deux en heures. Alors même si cette formule n'est pas à apprendre par cœur, quand même intéressant de la commenter. Alors par exemple la valeur du coefficient gamma. D'abord, si vous êtes à bord d'une voiture mais qui ne roule pas, qui est immobile, la vitesse de la voiture par rapport à la Terre sera nulle. Donc ce terme ici, V carré sur C carré, sera nul. Vous aurez donc gamma égale à 1. Et donc le temps propre sera le même que le temps mesuré avec une horloge qui serait fixe par rapport à la Terre. Pour d'ailleurs n'importe quelle voiture qui roulerait, comme la vitesse V de la voiture sera de toute façon très petite par rapport à la célérité de la lumière dans le vide, en fait dans la plupart des cas, ce terme-là va être négligeable et tendre vers 0. Donc dans la plupart des situations, gamma sera égal à 1, en tout cas très proche de 1. C'est pour ça que dans toutes les situations de la vie courante, on va le voir après, même si vous déplacez à bord d'un avion qui irait très vite, gamma restera proche de 1 et donc le temps propre et le temps delta t vont être les mêmes. Si vous voulez un gamma qui soit différent de 1 et avoir un vrai écart, il faut effectivement se déplacer avec un référentiel propre qui aurait une vitesse grande, en tout cas non négligeable par rapport à la célérité de la lumière. Alors si on commente un peu plus les valeurs possibles pour gamma, on a dit que la vitesse V du référentiel propre par rapport au référentiel R est nécessairement plus petite que C. Donc V est forcément inférieur à C, puisque C c'est une vitesse limite maximale. Donc V carré sur C carré, c'est un terme qui est plus petit que 1. Donc le terme ici au dénominateur est inférieur à 1. Vous divisez par quelque chose qui est inférieur à 1, donc gamma, à l'inverse, sera plus grand que 1, ce qui est la propriété sur la page 2. Donc le coefficient de dilatation des durées est strictement supérieur à 1, enfin, j'aurais même pu mettre supérieur ou égal à 1 d'ailleurs, parce que si la vitesse V ici est nulle, on aura gamma qui sera égal à 1. Mais donc, en général, si vous avez un référentiel propre qui est bien en mouvement par rapport à R, donc avec une vitesse non nulle, vous aurez donc delta T qui sera supérieur à delta TP, le temps propre. Donc, le temps propre mesuré dans le référentiel propre est toujours plus petit. Donc, le temps mesuré à bord du référentiel propre est plus petit, donc c'est comme si le temps s'écoulait moins vite. Donc, si je reviens sur l'histoire des jumeaux de Langevin qui était décrite dans la vidéo, ça veut dire que si l'un des deux jumeaux partait à bord d'un vaisseau spatial se déplaçant à une très grande vitesse, une vitesse proche de la célérité de la lumière, eh bien, quand seules quelques années se seraient écoulées pour le jumeau ici, pour celui resté sur Terre, la durée mesurée aurait été beaucoup plus longue, ça peut être plusieurs dizaines d'années. Alors cette expérience, bien sûr, est quelque chose de fantasmé, on n'a aucun vaisseau spatial qui puisse aller à une vitesse proche de la célérité de la lumière, donc l'expérience n'a pas été réalisée. Par contre, il y a quand même bien des expériences qui ont été menées qui montrent qu'il y a une dilatation des durées.
ce sont des expériences dans des accélérateurs de particules. Donc dans des accélérateurs de particules, on accélère des particules, des protons, des électrons par exemple. Ces particules ont une certaine durée de vie, parce qu'au bout d'un certain temps, elles vont se désintégrer et se transformer en d'autres particules. Et on constate que quand elles se déplacent à grande vitesse, une vitesse proche de celle de la lumière, eh bien, elles vivent, elles sont détectées. Alors, quand je dis elles vivent, je dois le mettre entre guillemets, ce ne sont pas des particules vivantes au sens de la biologie. En tout cas, elles ont une durée de vie bien plus longue que ce qu'elles devraient avoir. Vous allez retravailler dessus dans le travail que je vous demande de me rendre pour cette semaine. Vous allez travailler sur les muons et voir qu'on peut les détecter sur Terre justement grâce à la dilatation des durées. Bien donc, le temps propre va toujours être plus petit que le temps mesuré dans le référentiel R, donc il y a bien dilatation des durées, et donc une horloge en mouvement va toujours retarder par rapport à une horloge fixe. Donc pour cette deuxième partie, vous devez connaître la définition du référentiel propre d'un objet, du temps propre. Vous n'apprenez pas cette formule qui sera forcément fournie. Par contre, vous retenez sur la page 2 la propriété et la conséquence. Attention, relisez bien, entraînez-vous bien. On inverse facilement. Quand il s'agit de trouver l'horloge qui retarde ou celle qui avance, on peut dire le contraire de la réponse attendue. C'est une erreur courte. Bon, pour finir, vous regarderez les valeurs là rapidement, mais imaginons qu'on étudie un mouvement sur une seconde. Donc, le mouvement d'un marcheur, d'un TGV, d'un avion, etc. Donc le temps delta t pourrait être celui mesuré donc, dans le référentiel terrestre supposé galiléen sur cette durée très courte. Vous voyez que les vitesses sont croissantes. On prend un marcheur qui avance à 1 mètre par seconde. Le TGV, c'est déjà beaucoup plus rapide, 80 mètres par seconde, etc. On va à des vitesses croissantes. La dernière colonne vous indique le temps propre mesuré dans le référentiel propre de chaque objet. On voit que pour le marcheur, par rapport au temps delta t mesuré, le temps propre delta tp, c'est 1 moins 5,6 fois 10 puissance moins 18 secondes. Évidemment, ce terme-là est complètement négligeable. Donc on peut considérer que le temps propre, il est égal au temps delta t. Constatez que pour les valeurs suivantes, c'est la même chose. Alors l'écart se réduit certes, mais enfin, les valeurs qui sont soustraites, jusqu'au cas de la sonde solaire, restent négligeables. Donc finalement, le temps propre reste très très proche du temps delta t, et l'effet de dilatation des durées ne se fait pas ressentir. Pour que cet effet de dilatation des durées soit perceptible et donc doive être pris en compte, il faut travailler effectivement sur des particules qui ont des vitesses très grandes, et donc proches de celles de la célérité de la lumière dans le vide. Et là, vous voyez que notamment dans le dernier cas, là, le proton, dans un accélérateur de particules, le LHC, on mesure pour lui une durée, un temps propre, qui n'est plus du tout égal au temps delta t mesuré dans le référentiel terrestre, par exemple. Vous n'avez évidemment aucune valeur à apprendre dans ce tableau, ce ne sont que des exemples, qui vous montrent bien que le phénomène de dilatation des durées existe, certes, mais il ne doit être à prendre en compte que si vous travaillez dans un référentiel propre qui se déplace à une vitesse qui est non négligeable par rapport à la célérité de la lumière dans le vide.